Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Actu en 7. C'est parti pour votre rendez-vous hebdomadaire, l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine avec nos très chers invités. Aujourd'hui, Actu en 7 a le plaisir de recevoir Maïssa Babou. Il est économiste. Bonjour, professeur. Bonjour. Également sur ce plateau avec nous, notre très cher confrère Abdou Karim Diarra. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Témoin. Bienvenue. Bonjour, Mamanta. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer l'analyse de l'actualité de la semaine avec nos très chers invités. Le commentaire également à suivre. Donc, au cours de ce débat, nous allons démarrer par la coalition Benno Bokk Yakaar avec les départs massifs notés au sein de cette coalition de la mouvance présidentielle. Alors, Jean-Paul Diaz, tout dernièrement, après Moustapha Sy Djamil, Hélène Tine, entre autres leaders, ont quitté la mouvance présidentielle, disons la coalition de la mouvance présidentielle. Alors, ils ne parlent plus le même langage. C'était prévisible, Abdou Karim Diarra? Bon, je pense que c'est tout à fait normal dans un système où à chaque veille de rendez-vous électoral important qu'il y ait ce que j'appelle le schéma d'une décomposition-recomposition. Et comme les autres, on va vers des alliances, on nous parle de parler là des alliances stratégiques. Benno Bokk Yakaar ne peut pas résister à un tel phénomène. Maintenant, ce qui s'y paraît bizarre, c'est de grosses pointures de Benno qui ont accompagné Benno pendant un certain nombre de temps, qui sortent de Benno pour aller rejoindre l'opposition. Il y a deux niveaux pour apprécier une telle situation. Le premier niveau, c'est que malgré les apparences, en réalité, Benno n'a jamais pu être une sorte d'osmose totale de tous ceux qui ont adhéré ou accompagné le président Macky Sall dans sa marche vers le pouvoir. Je veux dire que en dehors de trois partis, essentiellement, qui est l'APR, qui est l'AFP, le PS et à des degrés moindres, le PIT et la LD, toutes les autres composantes de Benno n'ont jamais senti véritablement en termes de ce que j'appelle partage du gâteau, en termes de promotion de responsabilité, et ces entités-là n'ont jamais senti leur totale adhésion dans Benno. Maintenant, pendant qu'il est temps, je crois que pour eux, c'est le moment vraiment de se positionner et de se déterminer par rapport aux échéances qui vont suivre dans 2-3 mois. Et j'avoue que c'est une grosse perte aujourd'hui pour Benno que de se retrouver avec des personnalités comme Mansour Sy Djamil, comme Jean-Paul Diaz, comme Hélène Tine, dans un passé récent, même Idrissa Seck était dans la mouvance de Benno. Benno qui parvient à... qui perd aussi grosse pointure, c'est une inquiétude. Et cela fait peur par rapport à une coalition qui entend se positionner pour le législatif à venir comme le véritable leader dans l'espace politique. Et j'avoue que pour moi, c'est un échec dans ce que j'appelle l'élite dirigeante de Benno, qui n'est pas parvenue véritablement à faire de telle sorte que tout le monde puisse adhérer à un même idéal. Et moi, ça ne me surprend pas. Et je crois qu'il y aura d'autres départs et des départs aussi importants par rapport à Benno. D'accord, donc des départs qui risquent de secouer la mouvance présidentielle, cette coalition de la mouvance présidentielle. Il l'a dit, c'était prévisible. Vous partagez cela, ces départs notés au sein de cette coalition, Maïssa Babou? Ben oui, je crois que c'était prévisible parce qu'en fait, ça fait mine de rien 5 ans qu'ils sont ensemble, 5 ans qu'il n'y a pas de planning de réunion. Au point qu'on ne devrait même plus parler quand même de coalition. Parce qu'en fait, s'ils s'entendaient sur un minimum d'un programme, s'ils s'entendaient sur un minimum depuis les premières législatives, avec la chambre de Mme Aminata Tall et récemment de Tanor, moi je crois que c'est peut-être là où ça n'a pas été bien managé. Et la paire semble assez gourmand pour ne pas laisser de la place non seulement à ses alliés les plus forts, l'AFP et le PS, à des degrés moindres, LD, mais les Jean-Paul Diaz, Macky 2012. En fait, c'est une très
très grande coalition qui en fait est aujourd'hui frustrée. Frustrée pour ne pas être associée, à mon avis, aux décisions même prises par le chef de l'État. Ils se lèvent, ils voient les journaux comme vous et moi, ils sont informés au même titre que nous. Ou au partage du gâteau, disons. Oui, d'abord, du point du management du groupe, il y a déjà un problème de frustré. Tellement on ne les associe pas. S'il y avait des réunions par trimestre qui se sentent impliqués dans la gestion, mais les verts Karim Wade, ils ne savent même pas à quoi ça tient. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ils sont comme vous et moi. C'est un premier niveau de frustration. Maintenant, le deuxième niveau, est-ce qu'il y a autre chose que des députés aujourd'hui, après ACCT, après la chambre de l'autre? Oui, à force de ne pas organiser ce parti-là, parce qu'on devait peut-être il y a un an faire dans les régions là, des conseils interministériels. Au niveau des départements et des régions, mais le président devait prendre ses responsabilités et dire dans tel département c'est le PS que je mets, dans tel département je mets l'AFP, mais aujourd'hui on les laisse encore se battre et certains se sentant moins forts que les gens de l'affaire, mais ils sont obligés de partir, hein, parce que de toute façon en politique aussi c'est une alliance de... Voilà quoi. Voilà, donc comme si l'histoire se répétait, Abdou Karim Diarra, ces coalitions qui toujours n'ont le ton, durent que le temps d'une rose, hein, disons entre guillemets. Alors dites-nous, quel est le rôle ou la nécessité de ces coalitions dans le système politique? En réalité, les coalitions ne sont que des phénomènes qui sont mus par des situations exceptionnelles. En réalité, l'ancrage de ces phénomènes dans le système n'a pas été des ancrages futuristes ou des ancrages qui répondent à des problématiques bien étudiées, bien organisées, pour dire qu'on va réfléchir sur des questions essentielles que nous partageons notre vécu ensemble. En réalité, aujourd'hui, autant au sein de la coalition présidentielle, autant au sein de la coalition de l'opposition, ce sont des systèmes hétéroclites. C'est des gens qui, dans un passé récent, étaient des opposants, mais qui se tiraient complètement, Meïssa Babou était de l'autre côté. En fin de compte, on ne s'est jamais senti des atomes crochus, comme on peut dire, mais à un certain moment de l'histoire, je me retrouve avec la personne dont je voulais l'hégémonie il y a quelque temps. Donc, en fin de compte, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est le peuple sénégalais qui est dupé par les hommes politiques. Et on va revenir avant la fin de notre débat avec l'effet Macron, mais en réalité, si vous voyez aujourd'hui comment cette opposition s'est retrouvée autour de Wade avec des personnes qui se vouaient aux gémonies, et même la coalition du parti au pouvoir, mais qui se retrouve aux côtés de Macky Sall et un PS qui se retrouve aux côtés de l'AFP, mais voilà des gens qui en réalité ne sont mus que par le propre intérêt. En réalité, la coalition elle est là pour organiser un soubassement d'intérêts purement matérialistes, comme on dit, des intérêts du ventre, pour aller accaparer quelque chose au détriment du peuple. Mais ce n'est pas le peuple qui les intéresse, ce n'est pas les aspirations, les problématiques du peuple, parce que sinon on n'aurait jamais vu dans un schéma des hommes qui se vouent aux gémonies, il y a une certaine époque, qui se retrouvent autour d'une même table pour dire qu'ils ont un idéal, c'est aller se battre contre le système en place. Mais ça, en réalité, c'est tromper le peuple sénégalais. Alors, donc, leurs propres intérêts, mais Chababou, vous partagez l'avis de Abdou Karim Diarra. Donc, le rôle de ces coalitions, quelle est leur nécessité au sein du système politique? En principe, ça devait être des alliances programmatiques, ou bien au moins idéologiques. Mais aujourd'hui, quand on les voit de façon hétéroclite dans un groupe
fourre-tout. Et comme l'a dit M. Diarra, ben voilà, c'est un problème d'intérêt personnel, d'intérêt de groupe. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de l'opposition qui est en train de se regrouper autour d'un homme, Maître Wade, qu'ils avaient combattu, c'est simplement, non pas à travers un programme ou bien à travers une idéologie, mais beaucoup plus à travers que je suis contre le système en place, ou bien je suis contre le président de la République parce que je suis un frustré, etc. Mais ce n'est pas une alliance. Donc dans ce cas, est-ce que ces alliances-là peuvent survivre au-delà d'un certain moment? Est-ce qu'on a vu une alliance survivre au-delà d'un certain moment, comme vous l'avez dit? Oui, en tout cas c'est très difficile. Toujours plutôt après des élections et avant des élections, il y a des gens qui diront à chaque fois on m'a pas donné, et c'est peut-être le maître mot, j'ai pas été impliqué, donc c'est encore un jeu d'intérêt, un jeu de dupes, et voilà, c'est nous qui trinquons malheureusement. Vous l'avez dit, Abdou Karim Diarra, tout à l'heure, ces coalitions qui ne proposent rien. Il n'y a aucune alternative politique proposée par ces coalitions. Dites-nous, est-ce qu'une coalition peut bien proposer un programme qui pourrait intéresser peut-être le peuple? Parce que, donc, avec les législatives, ces coalitions nous parlent tout le temps de cohabitation. Nous allons y revenir d'ailleurs, mais toujours par rapport à la politique alternative qu'une coalition pourrait proposer. En fait, c'est là où se situe l'une des tares du système démocratique sénégalais. Si dans d'autres pays à démocratie très avancée, le système est bien organisé, bien huilé, nous, on est encore à un niveau de confusion des intérêts et de la perspective. Là, je vais expliquer, c'est très simple. Aujourd'hui, il n'est pas possible qu'une coalition puisse avoir le temps de s'engager dans une stratégie organisationnelle et fusionnelle par rapport à comment gouverner ensemble et à partir de quel paradigme on va mettre en avant pour mieux asseoir notre cohésion. C'est pas possible. Aujourd'hui, hier, la coalition de l'opposition dit qu'elle va organiser une grande manifestation pour le 19 mars. C'est un rassemblement politique spontané. Les gens vont sortir pour dénoncer, disent-ils, la cherté, le niveau de vie, pour dénoncer un petit peu la gestion des produits naturels à travers le pétrole et le gaz. Mais c'est des slogans que, en réalité, qui obéissent à plutôt à ce que j'appelle un marketing politique de charme pour un peu attirer l'attention, mais en réalité c'est des stratégies qui sont fondées sur rien du tout. Et c'est cela qui pose aujourd'hui la confusion. Une fois ces mêmes personnes, aujourd'hui cette coalition, une fois élue à l'Assemblée, qui obtient un groupe parlementaire, cela va soit dire qu'on ne serait pas surpris demain d'aller vers un éclatement de cette coalition, parce qu'en réalité, elle n'est assise sur aucune approche de programme bien défini, bien réfléchi, bien pensé, avec des orientations précises, avec des paradigmes organisationnels. Et c'est là où aujourd'hui notre démocratie peine à s'élever au-dessus des contingences matérielles et tout personnel. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent en réalité ces coalitions ne sont mues que par des intérêts à assouvir et à combattre. L'idéal, c'est dire que je suis frustré et je combats le pouvoir en place, mais en réalité, en retour, vous n'avez aucune proposition à faire pour le peuple sénégalais. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on va vers une adhésion massive populaire, parce que c'est souvent ce qui arrive. Le pouvoir, c'est souvent à des postures difficiles, parce que tout pouvoir, si il peine à réaliser les aspirations du peuple, automatiquement il y a une sorte de balance aux côtés de l'opposition. Les gens vont adhérer vers l'opposition sans concrètement savoir ce qui se passe et quelles sont les destinées sur lesquelles s'appuie l'opposition pour demain gérer ce pays. Ok, et je peux ajouter, en fait, là je crois que je me demande si on n'a pas, en fait, la coalition au pouvoir n'a pas raté le coach. Parce qu'en fait, les assises nationales étaient pour moi
peut-être un programme assez solide de gouvernance, au moins de gouvernance, à défaut d'être un programme de développement au niveau économique, etc. Au moins sur le plan de la gouvernance, il y avait une feuille de route. Mais bon, voilà, un homme arrive au pouvoir, il dit je fais ce que je veux, et les autres signataires qui sont dans la mouvance ne disent rien. Et personne ne claque la porte parce qu'on était d'accord sur ça. Pour dire que oui, à M. Diarra, que oui, c'est Abdou Karim, que en fait c'est des intérêts. C'est des intérêts de groupe, mais si c'était vraiment basé sur un socle assez solide de programme, de vision, on peut effectivement gouverner ensemble. Et chacun peut-être peut prendre un volet de gouvernance dans la mouvance, et personne ne dirait que je ne suis pas impliqué, ou etc. Donc moi je crois que effectivement il s'agit simplement de groupes aux intérêts parfois convergents, parce que nous voulons enlever une personne, nous voulons changer peut-être un gouvernement, mais si on le change après, mais il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on change un homme, après il n'y a rien. Quand Dansokho était allé prendre Maître Wade en 99-2000 pour le forcer à devenir candidat, mais est-ce qu'il y avait quelque chose? À l'époque, au moins, pour ces partis-là, qu'on jugeait très sérieux, hein, vraiment, LD, PIT, c'était des partis avec des programmes assez conséquents. Mais quand ils sont venus au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas fait 6 mois dans le gouvernement, je crois. En fait, la logique libérale de Maître Wade était un peu opposée peut-être à... mais au moins ça, je peux comprendre. Que ces gens-là ne sont pas d'accord, alors tout de suite, basta, tout le monde, voilà, on casse le groupe. Et ceux les idéologies sont... Voilà, au moins là, je peux comprendre. Mais quand on a fait un programme d'assises nationales, en émettant tout ce pays-là pendant 2 ans, et que le programme est là, que vous êtes signataire et que vous voyez tous les jours que en fait rien n'a été appliqué et que vous restez dans ce groupe-là. Non, je crois que ce sont des intérêts de groupe qui vous laissent là-bas, mais il n'y a aucune espèce de... La coalition donc de l'opposition qui annonce une manifestation, comme l'a dit tantôt Abdou Karim Diarra, je l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport donc à ce programme qu'ils doivent que ces opposants doivent proposer au peuple. Par rapport à cela, le peuple qui reste toujours à sa fin, il n'y a pas de programme, il n'y a rien qu'on propose, juste des manifestations, juste des marches, les mêmes stratégies, disons, qui sont déroulées. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de programme. C'est peut-être un groupe qui porte les contestations. Des contestations. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Mais en fait, une alternative programmatique n'est pas vraiment dessinée. Sinon, c'est aujourd'hui qu'il allait le mettre sur papier et le distribuer. Normalement, les Sénégalais devaient être au courant de ces programmes-là, de ce groupe-là, pour lire, comprendre, regarder est-ce que vraiment sur ces bases-là, on peut faire confiance à des personnes. Mais il porte beaucoup plus les contestations que quand même un programme. Et là aussi, au finish, ça va rejoindre ce qu'on disait tantôt. S'ils réussissent à partir de ce bruit-là, tout ça là, s'ils réussissent demain à l'emporter en 2019, après, ça va se casser. Parce qu'en fait, on était tous porteurs, c'est vrai, de requêtes, de contestations, mais on n'est pas en fait dans un programme qui peut les mener quand même à gouverner ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, on doit nécessairement, on est en train de le faire pour les élections de représentativité au niveau de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, on sait qui est qui et qui pèse quoi. Ce même phénomène est en train d'être fait normalement le 30 à venir pour les syndicats, les centrales syndicales. Cette même stratégie, on doit la pousser pour les partis politiques. Je veux dire que tant qu'on n'arrivera pas à assainir, aujourd'hui, on ne peut pas se payer le luxe d'avoir un petit pays comme le Sénégal, plus de 250 partis politiques. Et on ne peut pas se payer le luxe de dire qu'on va faire des élections sous la forme de coalitions disparates, hétéroclites, et on ne sait pas qui pèse quoi. Moi, je suis de ceux qui pensent que la voie incontournable, c'est l'assainissement de notre système politique en obligeant chaque parti individuellement de ne plus aller dans des sortes de logiques de coalition, mais d'aller directement pour se peser. Et une fois fixé la barre
de 10 à 15% de suffrage. Si un parti politique ne peut pas obtenir 10% ou 15% de suffrage des Sénégalais, qu'il soit rayé de la carte politique purement et simplement qu'on lui retire son récépissé, et ça va permettre d'abord non seulement d'assainir le système politique, mais au moins que ces partis puissent s'organiser sur des programmes et des perspectives vraiment bien comprises par les Sénégalais. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agira pour le salut de la démocratie. Des premières éliminatoires, quoi. Ouais. Tout à l'heure, vous étiez en train d'ailleurs d'évoquer une grosse perte de la coalition Benno Bokk Yakaar avec le départ de Jean-Paul Diaz, entre autres. Mais est-ce que vous étiez en train de parler de poids? Celui qui pèse quoi? Donc, qui est qui pèse quoi? Dites-nous, est-ce que Jean-Paul Diaz, on peut considérer donc le cas Jean-Paul Diaz, entre autres, comme des grosses pertes, le poids électoral de ces... en fait, c'est deux niveaux. Le premier niveau, on a plus des hommes politiques d'une certaine représentation. Et c'est cette représentation qui amène ce que j'appelle une sorte de... je dis pas... on donne à quelqu'un un poids en réalité qu'il n'a pas. C'est parce qu'il y a une sorte de représentation sociale, une sorte de représentation médiatique et symbolique, parce que entre nous, Jean-Paul Diaz, excusez-moi du terme si je parle ainsi, il est catalogué comme une grosse gueule, une grande gueule, qui a sa capacité dans le discours, sa capacité de poser un certain nombre de nuisances, mais en réalité, on ne sait pas ce que Jean-Paul Diaz pèse. Et c'est là où aujourd'hui on est dans une situation de confusion. Par contre, quand on prend, c'est pourquoi j'ai dit à deux niveaux, quand on prend le départ d'un homme comme Mansour Sy Djamil, c'est une grosse perte. Parce que Mansour Sy Djamil, voilà un monsieur qui, lors de la présidentielle de 2000, avait eu un certain apport qui a été même négligé par le président de la République. Une certaine anecdote me racontait que lorsque Mansour Sy Djamil est allé voir le chef d'État au Radisson, excusez-moi, il a fait comprendre au chef d'État qu'il avait un poids politique. Je crois, il avait même chiffré ça à 7% de l'électorat. Les chefs d'État n'avaient pas cru à ça. Mais c'est lorsque les législatifs sont arrivés que Mansour Sy Djamil, sous sa propre bannière, a pu obtenir 4 députés. Et je vous dis que même l'ancien chef d'État, le président Abdou Diouf, était même surpris par les résultats de Mansour Sy Djamil, et il l'avait appelé pour lui demander mais comment tu as fait pour obtenir 4 députés. Et aujourd'hui, perdre un tel homme comme Mansour Sy Djamil qui représente 4 députés, c'est une perte énorme pour la coalition. Ben non, en attendant de savoir ce que les autres, comme dit, parce que même Hélène Tine, elle est arrangée dans le schéma de Jean-Paul Diaz, tout ça, mais on ne peut pas négliger une perte ancienne de Idrissa Seck, dont on mesure au moins le poids politique, parce que Idrissa Seck, c'est un homme qui a une passion politique, un fief politique, où il a régulièrement remporté des victoires. Donc, il faut l'apprécier à deux niveaux. Il y en a qui... on attend encore de voir. C'est là où l'assainissement du système politique, parce que j'aurais bien aimé que Jean-Paul Diaz aille aux élections sous sa propre bannière et montrer aux Sénégalais ou même aux partis de la coalition du pouvoir, il est qui, il pèse quoi. C'est ça aujourd'hui où nous, les Sénégalais, on ne peut pas apprécier le poids ou la taille ou l'électorat de ces hommes politiques qui sont embarqués dans les coalitions. Voilà, donc la coalition de l'opposition, Manko Taxawu Sénégal, toujours, qui met en avant de son discours la cohabitation. Donc la cohabitation qui revient fréquemment dans le discours de cette opposition, qui compte imposer cette cohabitation au pouvoir, au chef de l'État. Donc disons, mais est-ce que la cohabitation, cette cohabitation dont on parle d'abord, est-ce possible ? Aussi, est-ce que cette cohabitation peut arranger le peuple sénégalais, va arranger le peuple sénégalais? En fait, c'est possible, hein, parce que de toute façon, ce n'est qu'un jeu. C'est au soir du vote qu'on saura qui de ces deux coalitions-là, parce qu'en fait, ce sont de grandes majorités, de très grandes majorités.
parce que de l'autre côté, si vous additionnez le PDS Rewmi de Idriss Seck, Gakou et Mansour qui avait déjà 4 députés, mais je ne parle pas aussi des autres qui auront fait forcément une alliance, sans compter que cette alliance va gagner en perception, c'est-à-dire le fait que les gens voient, ce qu'on oublie aussi, c'est le maire de Dakar, c'est aussi de l'autre côté, voilà, l'AFP a été cassé, et donc c'est cette perception-là qui peut être très positive par rapport en tout cas aux Sénégalais et que nous sommes. Beaucoup vont dire bon c'est maintenant comme ça, et bon, et donc des personnalités qui c'est vrai au suffrage ne pèsent pas lourd comme beaucoup qu'on peut même citer dans cette coalition de l'opposition, mais qui ont une capacité de nuisance, comme vous avez dit, extraordinaire, une oralité qui les permet quand même, voilà quoi, de mettre. Donc, je crois que c'est possible cette coalition. Maintenant, du point de vue de la législation, je crois qu'un chef d'État, après les élections, il a 1 an où il y a un délai. S'il n'est pas content, il peut dissoudre et on va encore après, 2 ans, je crois. 2 ans. Voilà, 2 ans après, il a la possibilité de dissoudre si seulement ces gens-là sont là aussi pour. Il va supporter il va se laisser imposer, donc il va accepter la cohabitation durant 2 ans. Mais c'est clair, quand tu tiens le bon bout contre ton adversaire, mais tu ne vas pas lâcher. Au premier jour d'une cohabitation, ils vont demander une enquête sur Aliou Sall, comme on avait voulu le faire avec Karim Wade. Et c'est ce que le pouvoir ne va pas accepter. Ils vont donc essayer de fouiner partout, commission de ceci, commission de cela. Et donc, à chaque fois que le président aussi amène une loi, bon, ils vont la casser. Est-ce que cela arrange le Non, en fait, une cohabitation dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, vous voyez ce qui se passe avec cette chambre souvent assez solide là. Non, ça n'arrange pas en fait le pouvoir en place, parce qu'en fait, gouverner, c'est aussi mettre en place tout un système politique, des lois, des règlements pour aboutir à ces fins. Maintenant, si ça c'est compliqué, si c'est difficile, s'il y a des freins, s'il y a des barrières, mais c'est clair que voilà quoi, ça n'arrange ni le peuple qui devoir attendre des échéances, on va changer ceci. Donc je crois que ce n'est pas très souhaitable, mais voilà, c'est un jeu politique. En fait, moi je ne serais pas d'accord avec vous dans l'idée que la cohabitation n'arrange pas le peuple. En réalité, pour moi, arriver à une cohabitation, c'est l'échec du pouvoir. Or, ce qui est dramatique, c'est que le pouvoir en place s'est laissé entraîner dans ce jeu de mots avec le slogan de la cohabitation. Oui. Pourquoi avoir accepté que l'opposition vous entraîne dans l'idée d'une cohabitation impossible? Est-ce à dire que le système en place a failli, le système en place a échoué dans ce que les Sénégalais espéraient de Macky Sall et de son régime? Et je suis ahuri quand j'entends des pontes, des grands responsables du pouvoir débattre de la question de la cohabitation. Moi, en tant que je serai de l'autre côté, je n'évoquerai jamais cette idée de cohabitation, parce que ma logique à moi, j'ai bien travaillé, j'ai mis ce pays en chantier, je suis en train de régler les aspirations du peuple sénégalais, et à partir de ce moment-là, je ne pense même pas que l'idée m'effleure d'aller vers une cohabitation. Ça, c'est... D'ailleurs, le chef de l'État l'a dénoncé. Hein. Il dit que le Sénégal n'est pas prêt donc, pour une cohabitation, n'est-ce pas? Ben, ça, non, moi je crois qu'il ne devait pas, réfléchir à partir de cette approche. Dire que les Sénégalais ne sont pas prêts à une cohabitation. Écoutez, les Sénégalais sont prêts à sanctionner le pouvoir en fonction des attentes qui n'ont pas été réglées par leurs préoccupations. Mais c'est l'aspect conflictuel qui sera noté au sommet du pouvoir. Est-ce que cela arrange le peuple, Abdou Karim Diarra? Non. C'est que, en fait, il faut pas être plus, on n'est pas plus intelligent que le peuple. Si aujourd'hui, le peuple dans sa majorité arrive à sanctionner le chef de l'État et son régime parce que le peuple n'est pas satisfait. C'est tout. Système, on n'a pas à gérer. Et à partir de ce moment, c'est que Macky Sall allait
prérogative, comme disait le grand Mensah, si la cohabitation ne l'arrange pas, de dissoudre et de reconvoquer d'autres élections. Et même si ces élections, il les reconvoque et le peuple donne la majorité à l'opposition, il sera obligé de subir cette loi du peuple. C'est ça, c'est pourquoi je dis que le débat de la cohabitation est un débat malsain au sein du pouvoir en place. Je ne saurais accepter pour moi, véritablement, s'ils ont cette intelligence politique, de se laisser entraîner. Aujourd'hui, malheureusement, au lieu que cette coalition Benno se réveille, essaye de structurer, mais ils sont en train de s'entre-déchirer, de s'entretuer inutilement pour des détails. Et ce qui est grave, si aujourd'hui on arrive à ce que l'idée d'une cohabitation émerge, c'est parce que l'opposition a réussi à faire comprendre aux Sénégalais que elle va vers des listes uniques. Et que, de plus en plus, non seulement, je ne dis pas de grosses pointures de Benno qui quittent, mais même il y a d'autres formations politiques qui ont adhéré à la coalition de l'opposition, en se disant que l'essentiel, c'est de dire que à Guédiawaye, on ne va pas se chamailler, c'est Gakou et quelqu'un. À Rufisque, à Dakar, ils sont en train de travailler pour que Khalifa Sall soit tête de liste. Et le problème, c'est que Macky Sall est en train de dire au sein de sa coalition qu'on ne va pas tolérer les listes parallèles. Quiconque va faire. Non, je crois que. Je ne donne pas les moyens. Ils sont en train de favoriser véritablement cette possibilité d'aller vers la lutte de cohabitation. Excusez-moi, je vais revenir en arrière pour vous donner un exemple. En 2009, je prends toujours cet exemple. Les locales de 2009, dans la toute-puissance de Maître Wade et de son système, beaucoup de Sénégalais, et même les partis de l'opposition, je suis sûr et certain que Tanor Dieng, s'il savait qu'en mettant en avant Khalifa Sall comme sous-fif pour lui dire va postuler à la mairie de Dakar, que Khalifa va gagner à Dakar, ou même si Tanor sentait qu'en Mbour, s'il se positionnait en Mbour comme maire de Mbour, il allait gagner Mbour, il n'allait pas se peaufiner à Nguyen, dans son petit Nguyen là, parce qu'en réalité, la maturité du peuple sénégalais, la marche du peuple sénégalais, elle est plus en avance par rapport à nos hommes politiques. Il faut qu'ils fassent attention à cela. Enfin, si vous permettez, je voulais seulement ajouter... vous allez terminer par là. Du côté de la communication. Parce qu'en fait, rappelez-vous, depuis l'ouverture du pont de Grand Yoff, quand le président parle, il parle en lion qui dort. Après, il se dit en lutteur. Alors que nous ne sommes pas dans une élection nationale. C'est en fait une élection vraiment départementale, communale, etc. Moi, je crois que donc l'aspect sur le plan de la communication, comme vous dites, moi je crois qu'il fallait simplement renvoyer sur les quelques réalisations, surtout avec le PUDC, et ne pas surfer sur, effectivement, non, il ne peut pas nous gagner, comme si, en fait, voilà, c'était une élection au niveau national. Je crois que quelque part, il y a de la peur. Il y a des failles, surtout dans la communication. Il y a de la peur, surtout qu'on commence à voir... Alors, dites-nous, c'est la peur qui explique peut-être cette situation au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, ces remous notés, ces invectives, ces injures, je dirais, au camp du pouvoir. Oui, est-ce que c'est la peur qui l'explique? Mais il y a beaucoup plus de frustration. Parce que vous savez, j'ai tantôt dit que en fait, la paix me semblait un peu gourmand. Parce que partout, ils veulent être là et les premiers. Or, vous êtes avec le PS, vous êtes avec la paix. Ce que l'opposition est en train de faire, que Dakar, on donne ça à Khalifa Sall. Rufisque, on donne ça. Mais pourquoi la grande coalition n'a pas fait ça depuis 6 mois? Mbour, Tanor, vous le prenez point barre. Alors que tous les apéristes se mettent dans les rangs. À Kaolack, moi je le prends, ou bien je le donne à l'AFP. À Thiès, etc. Mais on n'a pas le courage de cette organisation. Alors, vous donnez raison à ceux qui disent que le chef de l'État manquerait d'autorité? En fait, est-ce que c'est un problème d'autorité? Moi, je crois plus que c'est un problème d'organisation. C'est quelqu'un qui est un peu perdu dans son propre parti. Il ne sait pas qui est qui et il ne sait même plus quoi faire. Perdu dans sa propre coalition parce que quand même il y a de grandes personnalités dans ces coalitions-là. On ne peut pas sacrifier la paix et le PS qui vous ont tout donné, qui ont essayé de tout vous donner. Quand même, alors que vos propres militants sont partout au Sénégal pour dire que non, c'est nous sommes... Ils peuvent être les plus forts parce que c'est le régime en place qui est un régime peut-être du président Macky Sall. Mais, comme on dit en Wolof, ni d'un coup il tire.
da nga koy cëral soo jox si on avait très tôt donné à l'AP 4 5 6 7 clair le PS pour régler maintenant les problèmes entre APR ce serait plus facile, mais le plus difficile ce sera que dans des départements il y aura des votes sanctions parce que un APR ne va pas accepter dans certaines régions quand même qu'on donne qu'on mette sur la liste un apériste. Ils ne vont pas l'accepter. Il y aura forcément des votes sanctions et je crois que en plus de ce que l'opposition est en train de pousser, s'il y a des votes sanctions, la cause est perdue d'avance, à mon avis. Alors, juste après la politique nationale, nous allons parler très certainement politique internationale, mais ce sera en fin d'émission avec bien sûr l'élection d'Emmanuel Macron. Nous allons parler cette fois-ci de la polémique notée sur l'importation du riz, disons, en plastique, donc, entre guillemets d'abord, donc le contexte où ces vidéos ont été diffusées, un contexte donc disons qui coïncide avec la période fixée par l'État du Sénégal pour assurer l'autosuffisance en riz. Alors cela pourrait bien être une stratégie ou bien une intox du pouvoir pour inciter la population à consommer le riz local. Abdou Karim Diarra. Mais est-ce qu'ils ont besoin de cette taxe pour consommer la production locale? Je ne pense pas. C'est-à-dire que finalement, on s'est cantonné à des futilités qui ne reposent absolument sur rien du tout. Parce que le riz en plastique, je ne pense pas à son existence, c'est même pas possible. Je crois que c'est des vidéos disparates, des gens qui ont cherché à faire l'animation de la galerie. Voilà. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on revienne à des choses importantes. Moi, je n'ai jamais cru à cette histoire et je ne croyais jamais à cette histoire de riz en plastique. Parce que le riz, c'est pas, je suis pas scientifique, tout ça, mais le riz ne peut pas être fait à partir du système plastique. Maintenant, l'autre atout, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal s'est résolument orienté vers l'autosuffisance en riz. Il y a des pas importants qui ont été faits. La qualité du riz sénégalais est de plus en plus mieux appréciée. Je crois qu'il faut l'accompagner vers une sorte de stratégie de marketing pour que les Sénégalais puissent continuer véritablement à adopter ce riz qui est une production locale et qui pèse énormément plus de 200 milliards sur la balance commerciale annuellement en termes d'importation de riz. Et je crois qu'il faut saluer les efforts de l'État par rapport à cette bataille de l'autosuffisance en riz. Il y a des gaps quand même qui restent par rapport à la qualité, par rapport aux variétés de riz, mais je crois que si l'exemple vient des autorités elles-mêmes, qui à travers une stratégie de marketing communication, il faut comprendre. Parce que l'idée qu'il faut combattre, c'est qu'il ne faut pas dire que le riz parfumé est consommé par les populations nanties ou la classe dirigeante et que le riz de la vallée est pour les Sénégalais lambda. On fausse l'esprit. Si aujourd'hui l'État du Sénégal parvient à fermer nos frontières à un moment, ne pas être dans des logiques de quotas ou même obliger les gros importateurs à aller acheter le riz de la vallée et à l'imposer comme une production, peut-être que tant que le riz de la vallée est disponible, on n'ouvre pas les frontières maritimes pour laisser le riz importé arriver. Et je crois que ce sont ces choses-là qu'il faut organisé et bien organisé. Alors, il a dit, peut-être on s'est attardé sur les futilités, mais tout de même, les autorités, comme le directeur du commerce, donc, ont fait des sorties pour dénoncer, pour réfuter cela. Mais on peut tout de même soupçonner, dire que c'est une intox de l'État pour inciter les gens à consommer le riz local, n'est-ce pas? Franchement, le plastique, moi, je n'y crois pas. Mais ça n'existe pas, personne n'y croit. Enfin, mais bon. Je n'y crois pas. Maintenant, il y a à côté pourri, voilà, un peu dégradé. Qui aurait dépassé donc les dates de péremption. Peut-être que c'est mal gardé, parce qu'en fait, il y a des problèmes d'humidité très souvent. C'est le bateau, après c'est quel magasin. Là, il peut y avoir quand même des problèmes à ce niveau-là. Mais je crois que la solution de Abdou Karim, si c'est la meilleure aussi, nous sommes très loin aujourd'hui d'une politique quand même
d'incitation à la consommation de ce parce que aussi en matière de communication ça fait 40 ans 50 ans qu'on mange ce riz importé là et nous sommes là. Donc ce Sénégal a toujours consommé ce riz brisé, etc. Donc je crois que la compétitivité de notre riz, c'est d'abord au plan de sa qualité. Il y a une petite diversité maintenant. Il y a 3 catégories, je crois, de riz, mais est-ce que c'est en fait encore la meilleure qualité? Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Le deuxième problème, c'est que nous sommes aujourd'hui à 350 Newton. Si on a essayé de fermer les frontières lors du Gamou passé là, on ne l'a pas fermé une semaine. Le décret, parce qu'en fait, ils étaient trompés par... Voilà, on a presque atteint, il faut fermer, mais ils se sont rendus compte que quand tu vas à la vallée, c'est des 5 000 tonnes, c'est des 5 000 tonnes, etc. C'est pas en fait la grande production. Nous sommes au tiers. Et je crois que c'est là où quand même nos dirigeants devraient orienter les budgets. Parce qu'il ne sert à rien aussi de mettre un train pendant que quand toute la Guadeloupe, par exemple, le budget était entre 400 et 500 milliards. Vous voyez, donc tout et là c'était alimentaire, c'est-à-dire que c'était de la viande, le lait, le riz. Aujourd'hui donc avec une simple autosuffisance en riz seulement, on n'a pas dit alimentaire. Moi je crois qu'avec 150 milliards, 200 milliards, ça peut être possible. Mais il faut mettre ces moyens-là pour nous mettre à l'abri et atteindre l'autosuffisance en 2017. Il avait dit 2017, en 2017 nous sommes à 35%. Disons alors c'est un échec du... Oui, mais c'est un échec. Quand on l'avait dit, moi j'ai fait un débat ici le même jour ou le lendemain, ici avec Moubarak Lo. Quand il venait tous de sortir du gouvernement. Mais comme moi, il avait dit très clairement que ce n'est pas possible. Et moi, j'ai toujours dit ce n'est pas possible. Non seulement on n'a rien fait pour embraver autant de terres nécessaires, on n'a pas diversifié aussi les types de terres pour les types de culture, mais on n'a pas mis aussi les moyens financiers. Et donc, je crois que aussi, ça, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Nous, pays africains, certains, parce qu'aujourd'hui, le Burkina l'a atteint, attention. Le Mali le Mali est en train... Pourquoi le Sénégal qui a plus d'eau, à mon avis, avec le bras là, tout ça là, à la Casamance, je crois qu'on a les moyens de le faire. Il faut peut-être le faire, au lieu de nous tympaniser avec... quand même, voilà quoi, ce riz qui va nous tuer alors qu'il y a une mission régalienne de l'État qui doit nous protéger. Protéger les frontières. Oui, et faire des contrôles. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a échoué dans cette approche de l'autosuffisance en riz. Parce que comme vous dites, et j'ai l'impression que des fois le président Macky Sall est trompé. Il est trompé? Il est trompé par son ministre de l'Agriculture qui lui vend du vent. En réalité, parce que ce qu'on avait indiqué, et puis il ose dire qu'en perspective de 2017, on va atteindre l'autosuffisance en riz, alors qu'on est à 350 000 tonnes. Non, c'est, comme vous dites, c'est manquer du sérieux notoire. Il a beau être son ministre d'Agriculture, il a beau être un ingénieur agronome. Oui, mais écoutez, les diplômes, nous le factuel, c'est ça quoi. Exactement, à la télé, partout, on chante là que c'est un... Moi, je l'ai connu depuis qu'il était dans la vallée. Il connaît parfaitement cette vallée-là et pour y avoir travaillé, et je parle des années 95. Là, j'avais des amis qui étaient là-bas. Donc, moi, je ne sous-estime pas en tant que cadre, mais sur le plan du travail, je dis, il n'a pas abouti. Il ne devait pas faire je sais pas, dire au président, dans son discours au Fouta, qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2017. Ça, c'est des erreurs stratégiques. De communication. Il y a toujours eu des erreurs de communication. Ils se disent que le peuple là, mais c'est pas la peine, je dis ce que je veux. Et puis demain, qu'est-ce qu'on va dire? Alors qu'en fait, ce sont des gens qui sont en train de le tromper. Qui l'ont trompé. Voilà. Alors, nous allons avancer toujours au cours de ce débat pour parler donc toujours de l'actualité. Ce qui a fait l'actualité cette semaine, c'est des drames notés un peu partout dans la banlieue dakaroise, au Parcelles Assainies, Keur Massar. Bon, le cas de Keur Massar, causé par un déficient mental qui a eu à poignarder son jeune frère. Et puis au Parcelles Assainies, un ivrogne qui a mis le feu au domicile familial, tuant ainsi 5 enfants. Alors, Abdou Karim Diarra,
cela, nous allons évoquer la question de la protection civile, cela qui bat de l'aile toujours au Sénégal. Je crois que l'un des maillons les plus faibles du système, c'est le système de la protection civile. D'abord, en termes de budget, en termes de ressources humaines, je sais que c'est une structure qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais qui n'a pas été, qui n'est pas à sa place, et qui n'occupe pas la place qu'elle devait occuper, en termes de sensibilisation, en termes de moyens accrus, en termes de ressources humaines et de moyens financiers pour lui permettre à la protection civile de faire correctement son travail. Ça, c'est d'autre part. D'autre part, on fait des dépenses inutiles et futiles. Aujourd'hui, on doit arriver à un maillage dense du système de protection civile. Quand vous appelez, il y a un incident, quand vous appelez les sapeurs-pompiers, ils vont mettre une trentaine de minutes. Il y a des localités aujourd'hui inexistantes, des plateaux techniques médicaux ou à l'intérieur du pays quand il y a des incidents graves. Si vous n'amenez pas les gens vers Dakar, il y a énormément, je crois, il y a énormément de failles du système. Et ces recrudescences de phénomènes qui, à la limite individuelle ou collective, vont continuer à se reproduire parce que vous voyez ce qui s'est passé au Parcelles Assainies, c'est triste, c'est aberrant. Une même famille où 5 enfants qui dorment dans une même chambre. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression que même ils sont en train de vanter la protection sociale, les aides sociales. Moi, je crois qu'à ce niveau-là aussi, les Sénégalais qui doivent recevoir cette aide-là, voilà à Dakar même, voilà une famille où quelqu'un qui a 5 enfants qui le logent dans une même chambre. Et aujourd'hui, 5 enfants qui meurent bêtement, asphyxiés dans une même chambre. C'est des situations déplorables, des situations à regretter. Mais je crois que c'est à l'État de prendre la pleine mesure de sa mission régalienne à tous les niveaux, de ne pas négliger certains détails pour éviter des catastrophes. Vous avez parlé de bourses sociales, mais ces bourses sociales, est-ce que cela n'accentue pas la pauvreté qu'on dénonce quand même? Non, c'est une approche. Aujourd'hui, soit on est d'accord sur l'approche de dire que les bourses sociales accentuent la pauvreté, et souvent le proverbe chinois qui dit au lieu de donner du poisson, il faut leur apprendre à pêcher. Ça, c'est une autre stratégie globale qui obéit à d'autres orientations précises, mais pendant le temps d'arriver à ce schéma, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir arriver à un schéma d'identification de tous les points les plus fragiles, les plus névralgiques de notre système social, avec des mécanismes opératoires qui permettent, dans une approche intermédiaire, d'arriver à solutionner certaines situations en attendant d'apprécier globalement, parce que ce que vous me dites là, aujourd'hui, les Sénégalais qui reçoivent cette aide sociale, parce que l'aide sociale, ça existe dans les pays développés, ça existe au Canada, ça existe en France, en Allemagne, tout ça, c'est des phénomènes dont on n'a pas le monopole. Non. Mais maintenant, il faut voir, est-ce que ces aides sont bien ciblées? Est-ce que les ayants droit touchent normalement? Est-ce que ces aides ne sont pas politisées? Et aujourd'hui, la procédure, alors. La procédure, c'est tout un débat à ce niveau-là. Tout un débat. Alors, voilà, toujours par rapport à cela, ces drames notés, la protection civile qui fait défaut au Sénégal. Je crois que même sans les drames, il suffit seulement de la nuit de parcourir certaines rues, et je parle de centre de Dakar, aller à Mermoz, vous allez voir, aller aux Almadies, les gens dorment dehors. Et puis des familles entières. Je ne parle même pas d'un solar qui est là, mais des familles, des femmes, des mamans, des grands-mères. Et ailleurs, on les ramasse la nuit, en Europe. On essaie de les aider à, etc., etc. Tout le monde le connaît le phénomène. Mais ici, non seulement on ne le fait pas, mais le plus grave dans ça, parce que tout le système là, c'est la pauvreté. Parce que quand on est en plein Dakar, qu'on allume encore des bougies, c'est de la pauvreté. Quand vraiment on est à l'étroit, il y a des pays, c'est inacceptable. Cette protection civile là ne doit pas accepter que dans une chambre,
je ne dis pas 5 personnes, c'est rien du tout. Oui. Ouais. Mais allez quelque part à la Médina, vous allez voir que les gens là, surtout des étrangers, sont capables de s'entasser comme nous on le fait en Italie. 20 personnes, 12 personnes, à la limite tu ne sais même pas qui habite dans la maison. Vous parlez des habitations, mais à l'université, Cheikh Anta Diop, voilà. c'est pire. Et donc je crois que ça c'est un problème et c'est la pauvreté en fait aussi qui est en fait à la base de beaucoup de ces choses-là. Notre mode d'habitation. Parce que là aussi, quand on fait des bâtiments sans qu'il y ait des portes, des cloisons, portes au feu, voilà, feu, par feu, des portes. Si tu fermes par exemple le salon, normalement le feu ne doit pas accéder aux autres chambres. Donc dans les couloirs, on met des portes qui sont... Donc rien que aussi ce modèle-là ne nous permet pas de... J'ai entendu une fois le président Abdoulaye Wade dire notre façon de construire nous fait payer beaucoup d'électricité. Parce que dans nos maisons, c'est tellement noir en plein jour que tu es obligé de mettre la lumière. Moi, chez moi, dans le salon, à Paris, on met la lumière. Et si tu mets la lumière, tu ne vois même pas trop bien. Ouais. Donc, je crois qu'il y a ces choses-là qu'il faut en amont essayer de régler. Maintenant, par rapport à un mot simplement sur l'approche de la bourse familiale, moi, je n'ai jamais été d'accord. Parce qu'en fait, si socialement en France, culturellement en France, à 18 ans tu es libre, tu peux même dormir en dessous de l'immeuble où loge ton père, mais c'est que culturellement ces gens-là, ils sont comme ça. Mais nous, chacun de nous ici a son badian, son niaï, voilà, son chaming, etc. Donc en fait, le Sénégalais lambda, très souvent, il peut être dans des difficultés. Nous sommes tous dans des difficultés, mais au moins, pas jusqu'à ne pas manger, ne pas mourir. Moi, j'aurais préféré une approche peut-être de développement. Parce que c'est 30 milliards. Quand on dit bourse, c'est rien du tout. Mais il faut ramener la bourse à égal 30 milliards. Mais imaginez, chaque année 30 milliards. En 3 ans, c'est 100 milliards. Mais pour rien du tout. Et 30 milliards par année, j'ai dit quelque part ici que si on avait mis 1 milliard par village, mais ce serait chaque année 30 milliards 30 villages de sauvés, électrification rurale. On les organise en GIE, on met un forage et puis basta. Avec la production. Voilà, la production. Comment, non, on va le regrouper en grand GIE. Ils vont à la banque emprunter, produire, rembourser la banque. En fait, une autonomisation totale de beaucoup de villages. Donc, c'est effectivement, comme dit Abdou Karim, c'est plus, voilà, une vision que moi, franchement, moi je dis que c'est trop politique. Parce qu'en fait, si vous regardez très bien l'approche aussi de ce régime-là, les couches vulnérables, voilà, les pauvres, les retraités. On essaie à chaque fois d'aller vers ces couches vulnérables-là pour leur donner un petit peu, pour leur dire, voilà quoi, si je continue, ce sera toujours comme ça. Ça, c'est pas une politique de développement. Non, il n'y a aucune vision derrière. Les appauvrir beaucoup davantage, disons. C'est une façon oui, de mais les appauvrir ces gens-là sont obligés davantage. de s'accrocher, c'est des pauvres. C'est des couches vulnérables. Alors que dans ce pays-là, nous avons des étudiants et des élèves à encourager. On n'a pas d'école, on n'a rien du tout. On se permet de faire un lambe et un faire. Donc voilà quoi, c'est un ensemble de gaspillage qui font qu'effectivement, tout ce qu'on devait faire, on ne l'a pas fait. On l'a politisé en plus. Oui, on l'a politisé. Voilà. Alors, l'on fait signe du côté de la régie qu'il nous reste juste 5 minutes. Alors, nous allons essayer d'analyser de manière brève l'élection présidentielle en France, avec bien sûr l'élection d'Emmanuel Macron à la tête du pays. Un président assez jeune, donc qui peut bien donner un nouveau souffle à la France avec les dossiers qui l'attendent, Abdou Karim Diarra. Mais je suis tout à fait d'accord que l'élection de Macron, qui constitue le plus jeune président français de la 5e République à 39 ans, va donner à la France un nouveau souffle, une nouvelle orientation, mais surtout de nouvelles approches qui n'ont rien à voir avec le système qui a été jusqu'ici, système partagé entre la gauche et la droite. Emmanuel Macron amène, je crois, un autre idéal pour une France qui n'a jamais su véritablement sortir de son profond sommeil. La France, pendant ces 20 dernières années, n'a été réellement qu'une copie, une copie, je dis pas sous le wagon, le train de l'Allemagne à côté. Et je crois qu'avec Macron, on espère que non seulement un nouveau renouveau, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que, pour moi, je suis sidéré et je suis vraiment désolé
qu'on puisse en Afrique faire une certaine jouissance à l'événement de Macron. Pour moi, l'élection de Macron ne va rien changer. Franchement. Rien du tout. Parce qu'on était tombé dans la même erreur avec le président américain Obama. C'est un système qui organise. La France va rester la France avec ses réalités, avec son système, avec ses mécanismes, ses intérêts. Et aujourd'hui, je ne vois pas en quoi Macron pourrait être d'un certain apport ou pourrait être d'un certain intérêt pour le Sénégal et les peuples africains. On se trompe. La réalité de la prise en charge de nos problèmes de développement incombe surtout aux Africains, le peuple dirigeant, mais pas à l'élection de Macron. Un mot, M. Babou, sur l'élection. Je crois que de l'autre côté, en fait, moi je vois son élection comme l'échec. L'échec des idéologies. Parce qu'il s'est départi un peu de la droite, de la gauche. Sauf que ce n'est pas la première fois. Il y a les centristes qui avaient essayé. Mais ce n'était peut-être pas le moment, parce que je crois que c'est aujourd'hui, après l'échec de Sarkozy, après l'échec de François Hollande, que les Français se sont dit, il y en a marre. Attention, c'est un phénomène qui allait échapper aux macronistes là. Moi, j'avais parié sur Le Pen. Pas que je l'aime, mais j'avais peur que ce qui s'est passé aux États-Unis se passe. Parce qu'en fait, finalement, quand ils en ont marre de ces anciennes politiques qui ont longtemps défilé, mais ils sont prêts à aller chercher ailleurs. Et chercher ailleurs, c'était à 35%, c'est pas petit. Avec combien d'abstention? Donc, elle dit d'ailleurs que c'est le résultat ici. Voilà, la France l'a échappé belle. Moi, je crois que c'est un phénomène. Et au Sénégal, si on ne fait pas attention, avec deux alternances qui risquent d'échouer, demain ce sera un Macron ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sortir de nulle part, voilà, pour dire que moi je ne suis pas socialiste, je ne suis pas libéral, moi je suis de la société civile, je crois à des valeurs, et c'est exactement comme ça que ça va se passer. On va mettre out les partis et on va mettre des gens quand même qu'on juge sérieux. Et l'approche là, on verra. Bon, pour terminer sur Macron, je l'ai entendu dire qu'il préférait, par rapport à une question la France-Afrique, que lui, il préfère la négociation. Et mais j'ai dit, ça, celui-là, c'était là. On nous aurait peut-être jamais imposé les APE. Et je l'ai entendu déclarer que la colonisation, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc c'est à peu près quelqu'un qui effectivement semble être droit dans ses bottes pour dire ce qu'il a envie de dire et piloter peut-être autrement. Maintenant, heureux que peut-être s'il privilégie le dialogue avec les Africains, nous pouvons peut-être, si jamais foule, dans tous les cas, voilà, mettre nous aussi en place un mécanisme d'échange un peu plus adéquat, au lieu de cette politique de répression qui a cassé la Centrafrique, cette politique de répression qui nous impose un total ici et un total ailleurs, cette politique de répression qui a cassé la Libye, qui aujourd'hui a mis presque toute cette zone-là en difficulté. Moi, je crois que si seulement on gagnait de ce président-là cette simplicité relationnelle, cette d'égalité, qu'il nous respecte, je crois que ce serait un peu tout ce qu'on peut espérer de ce président. Maintenant, le reste, c'est nous. Voilà. Le reste, c'est nous. Merci, Meïssa Babou, vous êtes économiste. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Notre confrère Abdou Karim Diarra, il est le rédacteur en chef du quotidien Le Témoin. Merci à vous. Merci Bamanta, merci de votre invitation. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, toute l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye, Cheikh Tidiane Diop, du côté de la régie. Mention spéciale à Ousseynou Sall, côté décor. Oustaz Hassan Diouf pour la coordination de ce numéro. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Le meilleur est à venir.